Bonjour, je suis Jean-Emmanuel Maigret, je suis doctorant en troisième année à l'Université de Lille et au laboratoire CIREL. Mon thème de recherche porte sur l'esprit d'entreprendre à l'école primaire et la posture enseignante. D'où une première question que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec vous. Cette première question est celle-ci: quelle posture enseignante pour favoriser l'esprit d'entreprendre chez l'élève du primaire? Pour exposer mon propos, j'ai un plan en trois parties. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une posture? Et puis, plus particulièrement, celle des postures enseignantes. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'esprit d'entreprendre et la pédagogie qui pourrait s'y associer? Et une première analyse, puisque je suis en cours d'écriture et je ne peux pas présenter de résultats ou de conclusions. La posture. Je me suis servi des travaux de Geneviève Lameule et d'Anne Jorot. Ce qui est intéressant dans ces définitions, c'est le lien entre l'intériorité et l'extériorité, entre la pensée et le faire. Et Anne Jorot rajoute que c'est un savoir d'action, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur cette pensée et sur cette action. Alors, les postures enseignantes qui ont été repérées par Dominique Bucheton et Yves Soulez, ils en ont repéré 6. Alors, on peut parler de la posture de contrôle, où tout passe par l'enseignant, une posture d'étayage ou de contre-étayage, où l'enseignant peut faire même à la place de l'élève, une posture d'enseignement, où là, il s'agit pour l'élève de respecter les normes scolaires et les attentes de l'enseignant. 3 autres postures, celle du magicien, où l'enseignant se met en scène pour capter l'attention des élèves, le lâcher-prise, où l'enseignant est en retrait, laisse faire les élèves. Il est précisé dans l'article que ce sont des tâches plutôt faciles à réaliser. Et puis une posture d'accompagnement. Alors l'enseignant est en retrait, mais il est présent par son observation et par ses questions qui provoquent le débat. Pour connaître les postures enseignantes, j'ai été chercher aussi dans d'autres travaux, ceux de Maëla Paul et d'Étienne Bourgeois. On parlera d'une posture émancipatrice qui permet à l'autre de penser et d'agir en son nom propre. Une posture éthique qui est tournée vers la non-violence et la non-domination de l'autre. Une posture de présence qui invite la personne à suspendre ses idées tout en questionnant les idées des autres. Une posture de non-savoir où l'enseignant n'apporte pas de contenu, mais propose des défis à l'élève, des défis qui sont réalisables. Une posture apprenante, c'est autour de la question des doutes et des questionnements. Et puis une posture émotionnelle où l'enseignant a une conscience de ses émotions qui circulent en lui et des émotions d'ordre positif. Alors, l'esprit d'entreprendre, on peut prendre cette définition de Caroline Verza et d'Olivier Toutain, qui définissent l'esprit d'entreprendre par un ensemble dynamique d'attitudes, de valeurs et de compétences transversales. Derrière le mot attitude, on peut retenir l'autonomie et l'initiative. On trouve ces deux capacités dans un article d'Olivier Toutain et d'Alain Fayolle qui mettent ces deux compétences en avant. Derrière les valeurs, moi j'ai pris les valeurs émancipatrices, une valeur éducative. Et puis les compétences transversales, j'en retiens 2 pour l'instant, la gestion de projet et la résolution de problèmes, tout en sachant qu'on utilisera plutôt le mot problématique pour se différencier des problèmes mathématiques. La problématique est beaucoup plus ouverte et ancrée dans la réalité. Alors pour aider l'esprit entreprendre à se développer auprès des élèves, je me suis basé sur les travaux de John Dewey et notamment l'enquête. Mathias Pépin a posé ces 5 étapes. Donc on part d'une situation indéterminée, on pourrait dire problématique. Ensuite, on formalise une problématique, donc une phase de problématisation. Ensuite, les élèves sont invités à proposer une idée, des idées, et en choisir une par la suite. On passe enfin à l'étape de réalisation par des actions.
Et puis enfin, la concrétisation, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain. D'autres éléments de cet esprit d'entreprendre et qui permettra de se développer, on parle des 4 piliers définis par Bernard Surmont et Paul Kearney, qui parlent de 4 apprentissages, l'expérientiel, donc celui en lien avec le concret, la réalité, réflexif, c'est-à-dire le retour sur l'action, un apprentissage coopératif, c'est-à-dire qu'on collabore et on travaille ensemble, et enfin un apprentissage responsabilisant, puisque on donne à l'élève la responsabilité du projet et de ses apprentissages. On parlera aussi du concept de dévolution défini par Guy Brousseau. Lorsque j'ai effectué une revue de littérature pour savoir ce qu'il en était du rôle et de la posture enseignante, j'ai trouvé beaucoup de travaux sur le second degré, c'est-à-dire le collège et le lycée, également dans l'enseignement supérieur, les écoles de commerce et les universités, et les thèmes étaient beaucoup liés à l'entreprise, c'est-à-dire à sa connaissance ou sa création. Cependant, j'ai pu repérer une variété du rôle et de posture enseignante. Parfois, j'ai même repéré des oppositions, voire une tension, et je me suis posé la question d'un paradoxe. Alors, le paradoxe se définit de la manière suivante: des éléments contradictoires, interdépendants, qui existent simultanément et qui persistent dans le temps. Donc, pour tenter de prouver si les postures sont d'ordre paradoxal, il faudra que je montre que des postures cohabitent ensemble, sont liées, elles existent en même temps et en plus durent dans le temps. D'où une nouvelle question: les postures enseignantes favorisant l'esprit d'entreprendre sont-elles de nature paradoxale? Et je précise, auprès d'élèves de l'école primaire. Je vais donc vous livrer, comme je le disais, des premières analyses. D'abord, je vais vous exposer mon terrain. Je vais vous présenter aussi le concept de compagnonnage, et puis enfin une expérience personnelle où j'ai pu ressentir cette tension intérieure. Mon terrain se situe pour l'instant chez les Bâtisseurs de Possibles. C'est une association qui vraiment prend la même démarche que Jeune dit ouais. On voit ici les 4 étapes qu'on reconnaît, que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, identifier un problème, imaginer des solutions et une solution, la réaliser, la concrétiser et puis enfin la partager. Il y a une dimension de communication, mais aussi une dimension de retour d'expérience par rapport à cette démarche. Alors, je vous parlais du compagnonnage. Ce sont les travaux de Madame Lerbet-Serini qui parlent dans le compagnonnage de verticalité, donc entre un apprenti et un maître, mais aussi d'horizontalité entre compagnons. Et la question que je me suis posée: est-ce que l'enseignant et les élèves n'auraient pas une relation d'ordre comme les compagnons? Voilà. Alors, les critères sont les suivants. D'abord, on est dans une relation de réciprocité et d'égalité. Et je vais me servir d'un entretien de Sarah Hort qui qui utilise les démarches des bâtisseurs et qui dit la chose suivante, qui parle d'humain. Elle dit: quand je suis dans cette démarche, je parle en tant qu'humain. Et là, on ne parle plus d'enseignants et d'élèves. Un autre critère de ce compagnonnage d'ordre horizontal: chacun apprend et s'apprend de l'autre. Pareil, Sarah Hort dira: c'est un éveil chez moi, et ce que j'apprends des enfants, c'est la force de l'humain, la force des enfants, leur capacité à bouger. Donc il y a vraiment une posture apprenante mise en avant dans cette dimension. Enfin, un autre critère, c'est que le compagnonnage, on construit un chemin ensemble et en même temps, et il est partagé. Toujours sur les propos de l'enseignante Sarah, elle parle de notre projet. Il est fait ensemble, on vit ensemble, et donc la place du nous est très important. D'où ce lien entre cette démarche de l'enquête, pour reprendre les termes de John Dewey, et cette posture de compagnonnage. Pour ma part, j'ai été en formation justement avec les bâtisseurs, où j'ai animé une phase, celle de la proposition des idées, c'est-à-dire que le groupe devait proposer plusieurs idées face à une problématique et en choisir une. Ce qui m'a été très difficile,
c'est que j'ai ressenti une tension entre une verticalité et une horizontalité, pour reprendre la définition du compagnonnage. J'ai senti à l'intérieur que la posture de contrôle était présente, c'est-à-dire malgré l'expression des idées du groupe, certaines me plaisaient plus que d'autres et que je voulais mettre en avant, donc c'est-à-dire avoir un contrôle sur les idées, mes propres idées, et les imposer au groupe. Et en même temps, une posture d'accompagnement, c'est-à-dire questionner le groupe, d'être attentif par la posture de présence, où il faut suspendre ses idées, et de non savoir, puisque ce n'est pas moi qui détiens le savoir dans cette situation par rapport aussi aux idées, mais bien le groupe. C'est donc quelque chose que je vais continuer à travailler, c'est-à-dire que je vais tenter de repérer dans chaque étape de l'enquête, voir quelles sont les postures qui pourraient rentrer en tension à travers les propos des enseignants. Voilà, pour savoir un petit peu plus, j'ai un site qui s'appelle Entreprenance. Voilà, vous le voyez afficher l'adresse. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous en dire un peu plus lors d'un prochain colloque sur l'avancée de mes travaux. À bientôt. Au revoir.